Bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi. Et notre invité ce matin est député européen Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Jean-Michel Apathy. Le président de la République a reçu hier soir en compagnie du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve les syndicats de policiers, des policiers qui continuent à dire leur colère. Le ministre de l'Intérieur, à l'issue de cette entrevue, a présenté un plan de 250 millions d'euros, censé rénover et moderniser le matériel avec lequel travaillent les policiers. Un plan qui a laissé quelques manifestants un peu sceptiques. On écoute l'un des policiers qui manifestait hier soir à Lyon. C'est facile les paroles, mais nous on veut des actes. Donc apparemment ils annoncent 250 millions d'euros, mais pourquoi faire? À quel niveau? Pour l'instant on n'a aucune consigne, rien n'est signé. Les collègues en patrouille, on voulait faire le plein, ils n'ont pas pu faire le plein. La carte d'essence refusée, paiement refusé, je vous le dis quand même. Et après on nous parle de 250 millions d'euros, ouais. Bah déjà qu'on puisse faire le plein de nos véhicules, ça serait déjà bien. Voilà, plus d'argent pour mettre de l'essence dans les voitures. Qu'est-ce que vous pensez du plan présenté par Bernard Cazeneuve et Brice Hortefeux? Si vous me le permettez, avant de vous répondre précisément sur ce plan, ce qui s'est déroulé avec les policiers depuis quelques semaines, quelques jours, souligne un malaise qui est un malaise très grave à l'égard de tout ce qui touche à l'autorité. L'autorité, ce sont bien sûr les policiers, ce sont les magistrats, mais ce sont les enseignants. Et observez ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, simplement sur les 10 derniers jours, dans le milieu des enseignants. Vous avez une agression à Argenteuil d'un enseignant qui a été roué de coups de pied au visage devant ses élèves, qui étaient des élèves de CE2. Vous avez eu une agression toujours sur les 10 derniers jours au Tremblay, et là aussi, même configuration. Vous avez eu une agression au lycée Longchambon de Lyon. Quelle leçon vous tirez de cela? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va des enseignants, j'allais dire, sur toute la chaîne. Ça va jusqu'aux gardiens de prison, puisqu'il y a eu aussi dans les 10 derniers jours, je prends volontairement des exemples qui se sont déroulés de ces 10 derniers jours. Mutinerie dans une prison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis il y a les policiers. Et ça veut dire que notre société est aujourd'hui en grande difficulté. Et finalement, tous ceux qui incarnent quelque part dans leur mission l'autorité et l'ordre sont remis en question. Alors, concernant le plan, pour répondre très exactement à votre question, 250 millions, d'abord, je suis toujours stupéfait de la manière dont le gouvernement continue à persévérer dans sa schizophrénie, puisqu'il nous annonce dans le même temps une maîtrise et un effort de la dépense publique, et on additionne jour après jour les dépenses supplémentaires. C'est pas nouveau. Hein. Et c'est pas, en tout cas, si le montant. Et c'est pas une spécificité de ce gouvernement. Écoutez, désolé de vous contredire, Jean-Michel Apathy, mais sur les montants, si c'est nouveau, puisqu'en réalité, si l'on fait un calcul rapide, c'est au minimum 10 milliards d'euros supplémentaires, alors qu'on nous avait annoncé une diminution des dépenses. Ça veut dire qu'il fallait dire aux policiers, désolé, mais les caisses sont vides? Attendez, donc je vais naturellement venir. Premier élément, je constate sur le fond qu'il y a une augmentation perpétuelle des dépenses publiques, alors que l'on avait annoncé l'inverse. Deuxième réflexion, est-ce que les initiatives qui sont prises vont dans un sens logique? Oui, et je vous le dis, un gouvernement de droite, de gauche ou un autre gouvernement ferait sans doute la même chose. Sauf que ce gouvernement a été incapable d'anticiper la grogne des policiers. Ça arrive. C'est ça la modification. Pardon, ça arrive, Jean-Michel Apathy. Non, ça n'arrive pas systématiquement. J'ai été 2 ans ministre de l'Intérieur. Il n'y a jamais eu de manifestation de policiers. Donc c'est arrivé en 2011, c'est arrivé en 2012. Il y en a eu. Et en tout cas, je vous précise, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, mais Nicolas Sarkozy était président. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de menace. Ça veut dire qu'en tout cas, je l'ai anticipé. Claude Guéant est ministre, non? Simplement, je vous dis simplement les choses. Au-delà du plan, il y a le malaise des policiers. Il porte sur d'autres aspects. D'abord, je pense qu'il y a, à juste titre, une exaspération des policiers vis-à-vis de la passivité de l'État. Je vous rappelle quand même 2 choses. Vous aviez un mouvement qui s'appelait « Urgence, la police assassine ». Vous avez eu, dans le même temps, une affiche de la CGT attaquant gravement la police. Gravement. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de défense
des policiers à ce moment, autrement que dans les mots, mais dans les actes. C'est-à-dire... Ça a été condamné, la fiche de oui, la mais CGT attendez, est-ce qu'il y a une procédure CGT policier, y compris la CGT d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une procédure? Il n'y a pas eu de procédure qui ait été engagée. Donc vous soutenez le plan, mais vous critiquez... Et puis troisième, il y a une autre difficulté. Et troisième élément, naturellement, c'est le sentiment d'impunité. Et les policiers sont à juste titre, exaspérés de la politique pénale, et je m'aperçois que dans le plan, il y a peut-être des modifications matérielles, mais il n'y a aucune modification sur la politique pénale. Gilles Bornstein. Bon, vous avez mis 5 minutes à dire que le plan vous convenait, mais finalement vous avez réussi à le dire. J'ai une question, non. J'ai dit que c'était incomplet. J'ai dit le plan, oui, mais passivité et pas de remise en cause de la politique pénale. Donc il manque 2 volets. Le Front National est-il présent dans ces mouvements? Écoutez, moi je n'en sais rien. Vous connaissez un petit peu. Vous avez gardé des contacts dans la police? Écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que le Front National, aux élections syndicales de la police, est à un niveau extrêmement faible. Vous savez que la particularité de 4%. La police, c'est d'avoir un taux de syndicalisation très élevé, puisque 85% des policiers participent aux élections professionnelles. Et donc, la part du Front National est très faible dans ce domaine. Parce que vous avez commencé en souhaitant mettre en lumière le manque d'autorité ou l'irrespect de l'autorité dans la société. Est-ce que le Front National peut en profiter davantage? Surtout, j'ai souhaité surtout préciser que, 1, les policiers étaient exaspérés, 2, que je comprenais et partageais leur exaspération, 3, que dans certains cas, à l'égard de certains policiers, je ne peux naturellement partager l'attitude qu'ils ont eue, notamment vis-à-vis de l'hierarchie, et tout particulièrement du directeur général de la police. Oui, ça c'est clair. Et les policiers qui regrettent notamment la suppression des postes dans le quinquennat précédent. Mais quand on fait le compte, je vous donne les chiffres très précisément. Si je vous les donne d'ailleurs, c'est pas très intéressant, mais comme c'est la Cour des comptes qui le signale, il y avait aux alentours de 239 000 policiers et gendarmes en 2012. Il y a en 2016 239 000 policiers et gendarmes. Et vous avez même une autre analyse qui montre que sur le terrain, en effectif, il y en a 850 de moins par rapport à 2012. Donc vous voyez, c'est un très mauvais combat que vous menez, monsieur Apathy. Aux alentours, ça fait penser à Fernand Reynaud qui disait qu'un canon met un certain temps à refroidir. Oui, mais je vous dis, dans le chiffre, je vous dis 239 000. Et voilà. Et à tout de suite, on se retrouve dans 90 secondes. Il est 8h40. Voici Bintili Diallo. Le gouvernement met la main à la poche pour calmer la colère des policiers avec un plan de sécurité publique à 250 millions d'euros. Ils vont recevoir de nouvelles armes. Bernard Cazeneuve a aussi annoncé la suppression des gardes statiques. Autre mesure, l'outrage aux forces de l'ordre sera puni au même titre que l'outrage à magistrat. De fortes répliques ressenties cette nuit en Italie. Hier, le pays a été secoué par 2 séismes dans la région des Marches. Séismes de magnitude 5,5 et 6,1. Des dizaines de personnes ont été blessées, mais les dégâts sont surtout matériels. La protection civile a pris en charge les centaines de personnes qui ont dû quitter leur maison. Les discussions entre Belges reprennent ce matin pour trouver un accord sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La Wallonie refuse toujours de le signer. Agacé, le Premier ministre canadien ne sera pas à Bruxelles aujourd'hui pour la signature du traité. Un raid aérien frappe une école. Ça s'est passé hier en Syrie, dans la province d'Idleb. 22 enfants et 6 enseignants sont morts. L'UNICEF dénonce un possible crime de guerre. Le régime syrien est régulièrement accusé de mener des raids sans distinction sur des bâtiments publics. Nous avons perdu la moitié de nos populations d'animaux en 40 ans, c'est ce que dit un rapport alarmant de WWF. L'Organisation mondiale de protection de la nature va plus loin. D'après elle, si nous ne faisons rien d'ici 2020, ces populations auront décliné de 67%. France Info. Brice Hortefeux est l'invité de France Info ce matin. Question Jean-Michel Apathy. Alain Juppé est à Marseille pour la campagne des Républicains. Et c'est le hasard, Nicolas Sarkozy est à Marseille aussi pour poursuivre sa campagne au sein des Républicains. Vous nous promettiez, Brice Hortefeux, vous et d'autres, un blast à la fin du mois d'août, c'est-à-dire un effet de souffle que provoque une explosion quand Nicolas Sarkozy entrerait en campagne. Bon. Non, on n'a pas eu de blast. Non, mais ça, c'est vous. Parce que d'abord, blast, moi, je ne sais pas ce que... Ah si, non, tout le monde... Écoutez, blast, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mot que j'utilise. Je vais vous retrouver ça, moi. Vous ne l'avez pas entendu dans ma bouche. Vérification de Guy Birenbaum. Je pars à la chasse. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la campagne de Nicolas Sarkozy? Attendez. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour se parler franchement et simplement. Premier élément, il y a beaucoup de monde à chacun de ces déplacements. Bien sûr. Ceux qui sont là, des journalistes qui l'accompagnent, peuvent le constater. Mais tout le monde le dit. Deuxième élément, son livre est un succès. Donc,
Troisième élément, si vous regardez, puisque là, vous forgez votre opinion sur les sondages. Comme vous, quand ils Comme sont vous. bons. Non, Qui sont des indicateurs. Attendez, ne me forcez pas à recommencer mon raisonnement. Je vous ai dit Le Monde, l'affluence à la signature des cartes. Plus de 20 sondages publiés. Mais ça veut dire que donne Alain Juppé vainqueur. Si vous regardez, puisque vous forgez votre opinion sur les sondages, je vous encourage à les regarder dans le détail. Ah ben on le fait. Et vous vous apercevez que les électeurs, effectivement, de gauche, sont favorables à un autre candidat, Et ceux du Front National aussi. et que les électeurs de droite se reconnaissent dans l'action qui est menée par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette campagne, Brice Hortefeux ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais vous dire. C'est pas totalement satisfaisant. Je viens pour vous dire ce que je pense. Si vous pouvez répondre à la question. Si vous pouvez répondre à la question. Je vais vous répondre. Ouais. Premier élément, je pense que Nicolas Sarkozy, tout le monde lui reconnaît les qualités à la fois de compétences, à la fois de volonté, de détermination. Oui, mais parce que, pardon, je préfère commencer par ce qui marche avant de vous dire ce qui est à améliorer. Quel est l'enjeu ? On finit avec la 58. On va pas y arriver. Non, mais parce que le sujet est vaste. Mais quel est l'enjeu ? C'est celui de la crédibilité. Et je pense que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, rentre dans une autre étape où il va montrer, où il va souligner le fait que, lui, quand il est candidat, il met tout sur la table. C'est dans son livre. Deuxième élément, il a une méthode. C'est le référendum. D'accord. C'est-à-dire qu'il sollicite la population sur le sujet. Donc, troisième élément, ça n'a pas marché, ça va marcher, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Pourquoi vous dites que ça ne marche pas ? Je peux recommencer. Parce que pour l'instant, les sondages sont têtus. Vous vous occupez exclusivement des sondages. Mais vous savez, il ne s'adresse pas, je vais vous dire. Il ne s'adresse pas à vous. Pardon, moi, je ne m'adresse pas à vous. Le milieu médiatique, je sais quel est son choix. Vous n'êtes pas. C'est pas une question de choix. Nous nous adressons au peuple. Nous nous adressons aux électeurs. Donc, il faut effectivement, c'est la bataille de la crédibilité. Il faut donc naturellement, qu'il rappelle que lui, il a un programme qui était carte sur table dès l'annonce de sa candidature. 2, que lui, il a une méthode qui est différente des autres, c'est celle du référendum. Et 3, qu'il a un calendrier qui est aussi différent des autres, puisque c'est tout de suite. Et je pense qu'en préconisant le référendum, c'est une réponse à l'attente de crédibilité de la démarche et de ses propositions. Vous avez répondu au-delà de mes espérances à la question qui était posée, donc je vous en remercie, Brice Hortefeux. On va écouter Nicolas Sarkozy parce que c'était au Zénith le 9 octobre. Quelquefois, l'ancien président de la République nous laisse un peu sceptiques. Mais ça, j'avais compris qu'il laissait sceptique votre milieu. Ça, c'est très clair. Non, mais je suis tout à fait lucide. Dans ses envolées à la tribune, on va écouter Nicolas Sarkozy, 9 octobre au Zénith. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite, elle ne prend pas le métro, elle voit les trains de banlieue en photo, elle n'a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime, avec son panier en osier, aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière. Voilà, évidemment, décidément, je suis sarkozyste, parce que je suis d'accord avec le symbole du panier en osier, ça a fait sourire, mais c'est une campagne... ça veut dire quoi ? Les gens qui ne prennent pas le métro, tout ça. Il y a plein de gens qui ne prennent pas le métro. Ce n'est pas des bons Français ? C'est des bons Français. Qui prennent pas le métro. Ce n'est pas l'objectif. Moi, je souhaite m'adresser aux Français. Mais bien sûr qu'il y a un milieu qui a décidé quel était son candidat, qui devait gagner, qui c'était, selon l'expression de Philippe Seguin, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas un peu populiste. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy se déplace, que partout où il se déplace, ça suscite l'intérêt, ça suscite la mobilisation, ça suscite l'affluence. Et évidemment, ça vous laisse, vous, évidemment, de marbre, parce que ce n'est pas ce que vous aviez souhaité. Voilà. On ne souhaite rien, monsieur Hortefeux. Bien sûr, ça les vieux journalistes comme Jean-Michel Apathy et moi savons qu'en 88, Chirac remplissait les salles et il a été balayé à la présidentielle. Ça ne veut rien dire. On peut avoir des salles conquises et pour autant faire un mauvais score. Vous avez raison. Les électeurs, ceux qui s'intéressent à la politique, ceux qui sont préoccupés par l'avenir de leur pays, ceux qui sont inquiets du déclin, naturellement, tout cela, ça compte pas. Est-ce que vous craignez, Brice Hortefeux, que la primaire soit, là aujourd'hui, on est le 27 octobre, c'est dans moins d'un mois, maintenant 3 semaines, que la primaire soit troublée par des électeurs de gauche qui viendraient voter ? Est-ce que vous le craignez ce matin ? Non, je ne le souhaite pas. Est-ce que vous le craignez ? Et je ne le souhaite pas, et à vrai dire, je ne le crains pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes un électeur de gauche,
Et il faut vous déplacer. Écoutez, Jean-Michel Apathy, excusez-moi. Attendez, Jean-Michel Apathy, pas du tout. Vous avez bien écrit un livre dans lequel vous avez écrit, vous étiez militant socialiste. Oui, il y a longtemps. J'avais des cheveux à l'époque. Ah oui, ça c'est sûr. Que vous ayez évolué dans le bon sens, je vous en fais crédit. Je vous en fais crédit. Mais je suis désolé, vous avez bien écrit un livre dans lequel vous avez expliqué ça. Donc ça veut dire, vous pourriez au contraire souligner, Jean-Michel Apathy, que j'ai donc de bonnes lectures. Vous n'êtes pas allé jusque-là. De vieilles lectures, apparemment. Vieilles lectures. Mais c'est bien, c'est bien. Les écrits restent un écrivain de la région, Paul Bourget écrivait « Nos actes nous suivent ». Jean-Michel Apathy méditait cette phrase. Donc, maintenant, vous avez... je ne sais plus qui était votre question. Est-ce que vous ne craignez pas les électeurs de gauche ? Non, mais je ne le pense pas, parce que simplement, c'est vrai qu'il ne faut pas que les électeurs de la droite et du centre se laissent voler la primaire. Mais je ne le crois pas. Parce que vous êtes un électeur de gauche, vous allez voter à la primaire de gauche. Et vous n'allez pas à la fois signer, mentir, un document dans lequel il est écrit qu'on se reconnaît dans les valeurs de la droite et du centre. Vous êtes un électeur de gauche, vous ne signez pas un document dans lequel il est écrit que vous souhaitez l'alternance, c'est-à-dire un électeur de gauche qui souhaite que la gauche s'en aille. Honnêtement, c'est un peu ubuesque, donc je ne le souhaite pas et je ne le crois pas. Gérald Darmanin voudrait qu'on compte cette fameuse charte des valeurs, en fait, au moment de la primaire, exactement comme on comptera les bulletins. Vous êtes d'accord avec ça aussi ou pas ? Il faut compter les deux pour être sûr qu'il n'y a pas eu tricherie, et notamment de la part d'électeurs de gauche qui n'auraient pas signé la charte. C'est une possibilité. Gérald Darmanin a eu raison. Ça sent un peu la panique, cette Gérald remarque, Darmanin a eu raison de le souligner, mais je vous le dis, à la fois la signature pour les valeurs de la droite et du centre et le souhait de l'alternance me semblent des signaux qui soient assez positifs. Et s'il faut être encore plus concret, un électeur de gauche qui viendrait donc renflouer les caisses de l'opposition, c'est assez original. C'est pas très cher. Nous allons nous interrompre et puis reprendre ce dialogue toujours sur la primaire. On voudrait juste évoquer le cas de Jean-Frédéric Poisson dans la primaire des Républicains. Et on se retrouve donc dans 90 secondes. Il est 8h50 sur France Info et Bintili Diallo est là. Les habitants parlent de scènes apocalyptiques. 2 séismes ont touché le centre de l'Italie hier soir. Séismes de magnitude 5,5 et 6,1. Le premier tremblement de terre a sûrement sauvé les habitants qui ont fui leur maison. Des dizaines de personnes ont été blessées. Les habitants encore très marqués par le tremblement de terre du mois d'août à Amatrice ont paniqué. Le gouvernement pose 250 millions d'euros sur la table pour calmer la colère des policiers. Ils vont recevoir de nouveaux gilets pare-balles, de nouvelles armes et des boucliers. Le parc automobile va être renouvelé et les commissariats rénovés. Par ailleurs, le gouvernement va étudier les conditions d'évolution de la légitime défense. Alain Juppé, toujours en tête du premier tour de la primaire de la droite. C'est ce que dit à nouveau un sondage Harris Interactive pour France Télévisions. Le maire de Bordeaux est à 40%, 31% pour Nicolas Sarkozy. D'après l'enquête, Alain Juppé l'emporterait avec 58% au second tour contre 42% pour l'ancien chef de l'État. Plus de 90 migrants portés disparus cette nuit après le naufrage de leur bateau au large de la Libye. 29 ont pu être secourus. Hier, on a appris que 3800 migrants sont morts depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. L'OM offre sa première victoire au nouvel entraîneur Rudy Garcia. Les Marseillais se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue en battant Clermont 2-1. Guingamp, Metz, Bordeaux, Toulouse, Nancy, Rennes et Sochaux ont également obtenu leur ticket. France Info. Brice Hortefeux avec nous ce matin dans l'émission Politique Question. Jean-Michel Apathy. Jean-Frédéric Poisson, qui est candidat, il est l'un des 7 candidats à la primaire des Républicains à défrayer la chronique avec des propos sur les lobbyistes. Il était à votre place lundi, il est revenu sur ses propos, il a expliqué, mais il a dit aussi autre chose sur sa proximité avec le Front National. On écoute Jean-Frédéric Poisson. On m'a beaucoup reproché d'avoir déclaré que j'étais plus proche sur certains sujets, je précise bien, de Marion Maréchal-Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais c'est la vérité. Est-ce que Jean-Frédéric Poisson est un problème pour les Républicains ? Est-ce qu'il représente les valeurs des Républicains ? Bon, moi je ne suis pas engagé auprès de Jean-Frédéric Poisson. Je ne partage pas son analyse, je ne partage pas son sentiment sur ce sujet. Pour le reste, je ne suis pas pour le délit d'opinion. Sur un certain nombre de sujets sur lesquels il s'est exprimé, il a à la fois indiqué ses regrets et formulé ses excuses, dont acte. Il peut signer la charte des Républicains. Il en partage les valeurs, d'après vous. Quand il parle des lobbyistes et qu'il dit qu'il est proche de Marion Maréchal-Le Pen sur certains sujets. Attention, Jean-Michel Apathy, au délit d'opinion. Je ne partage pas ce sentiment, mais il signera, la charte, et deuxièmement, s'engagera aussi, par définition, ceux qui sont candidats, à soutenir celui qui est arrivé en tête. Donc je souhaite que cette règle
qui a été accepté par tous soit appliqué et respecté par tous. Gilles Blanchâne. L'évacuation de Calais se passe plutôt bien. Est-ce que vous partagez... fini d'ailleurs. Et elle est terminée. Est-ce que vous partagez ce sentiment? D'abord, fallait-il évacuer Calais? Oui, parce que la situation devenait invraisemblable, incontrôlable, inacceptable. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Oui, on parle de l'évacuation, là. Simplement, on va pas passer trop de temps sur... Simplement en rappelant aussi la réalité, c'est qu'il y avait 900 personnes à Calais en 2012, qu'il y en avait 9000 en septembre, il y a quelques semaines. Donc Beaucoup de conflits vous sont passés soulignez par là, oui. la très grande dégradation de la situation. Donc premier élément, fallait-il évacuer? Oui. Deuxième élément, la méthode est-elle la bonne? Est-ce que disséminer sur le territoire sans aucune concertation... Pour l'instant, l'accueil se passe bien. Attendez, disséminer sur le territoire sans aucune concertation avec les élus locaux, les élus municipaux, je vous le dis, ça ne me serait pas venu à l'esprit si j'avais été en responsabilité. Troisième élément, quelle est la suite? Est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe bien, j'entends comme vous ce qui est annoncé, mais je vous dis, quelle est la suite? Quelle est la suite? Y aura-t-il des régularisations? Il y aura des asiles. La suite, c'est celle-là. Oui, mais justement, le problème de notre pays, c'est que nous avons déjà beaucoup accueilli. Nous avons plus de 200 000 des bénéficiaires du droit d'asile qui sont sur le territoire français. 200 000. 70% des évacués viennent de pays éligibles au droit d'asile. Oui, attendez, mais il y a déjà plus de 206 000 de bénéficiaires du droit d'asile. Deuxième élément, vous le savez, il y a aujourd'hui 2 fois plus de déboutés du droit d'asile sur notre territoire qu'il n'y a de bénéficiaires du droit d'asile. Troisième élément, les demandes d'asile explosent, plus 19,3% sur les 6 premiers mois de l'année, tandis que les reconduites diminuent de la même proportion, 19,8 exactement. Donc je dis que ce système est à bout de souffle. Ce système est à bout de souffle, voilà ce que vous dites à propos de Calais. Quel jugement global vous avez sur Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, votre successeur? Je ne doute pas, je le dis très sérieusement, je ne doute pas de sa bonne volonté, mais je constate que ce président de la République, ce gouvernement et cette majorité sont à la couleur de la saison, c'est-à-dire en plein brouillard. C'est un bon ministre ou pas, Bernard Cazeneuve? Je ne doute pas de sa bonne volonté. Et j'ai eu l'occasion... Et vous en resterez là. Un autre jugement personnel, on a commémoré hier le centenaire de la naissance de François Mitterrand, et François Hollande lui a rendu hommage. Il a notamment parlé hier soir à Paris de François Mitterrand en ces termes. On écoute François Hollande. Faut-il rappeler ce que, de son vivant, François Mitterrand a pu subir de critiques, de contestations, d'outrages. François Mitterrand, un opposant qui n'a jamais cédé au moindre découragement, même quand les épreuves semblaient l'avoir écarté. Puisque le temps a passé, quel jugement, quel souvenir gardez-vous de François Mitterrand? Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui, Brice Hortefeux? On voit que c'était un homme politique qui a su, par habileté, par ruse, conquérir le pouvoir, l'exercer de manière assez d'ailleurs particulière, et que je pense que chaque époque présente ses particularités. La manière dont il exerçait le pouvoir ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Mais que François Hollande soit naturellement impressionné par François Mitterrand, c'est tout à fait normal. Il a été d'ailleurs dans son équipe. Mais ce qui est aussi cruel quand il l'évoque, c'est ce bilan. Parce que le bilan de François Hollande, qu'est-ce que c'est? C'est un désastre social. C'est un désastre social, c'est une débâcle idéologique, c'est une dérive migratoire, c'est un décrochage économique. Donc effectivement, c'est quelque chose qui évidemment le met à la peine. Dernière question de Gilles Blanchâne. Oui, est-ce que vous pouvez nous éclairer définitivement, Nicolas Sarkozy, que vous soutenez, propose-t-il ou non l'interdiction du voile dans l'espace public, voire de la kippa? On n'a pas très bien compris. Ce n'était pas dans ses propositions, mais si vous me demandez mon sentiment à titre personnel, oui, j'y suis favorable. L'interdiction totale du voile dans l'espace public? Je le dis à l'université, je le dis dans un certain nombre d'administrations, je suis favorable. Pourquoi? Dans la rue. Mais dans la rue. Pourquoi? Parce que je suis pas non plus obtus. Je dis simplement que aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, un pouce de céder risque d'ouvrir ce qui serait inacceptable. Je vous donne un exemple très rapide, l'université. On dit qu'est-ce que c'est l'université? Il y a quelques cas. Oui, on commence par le port du voile à l'université.
Ensuite, on dit attention, pas les mêmes salles de sport. Et on aboutira à ce qu'on ne puisse pas travailler en binôme. C'est ça la réalité. Donc je suis pour oui ou pardon, dans la rue je suis pour une vigilance. Je suis pour une vigilance républicaine sur ce sujet. Enfin, pour l'instant, il y a des voiles à l'université et il y a des binômes, autant que je sache. Il y a des voiles à l'université pour l'instant, quelques-uns, et il y a des binômes. Non. Ça sera inéluctable. Vous avez une vision optimiste et moi j'ai une vision lucide. Ça sera inéluctable. Lucide, Brice Hortefeux. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.